Bonjour, je vais à nouveau vous parler aujourd'hui des crises d'angoisse et des crises de panique. Alors on me demande souvent pourquoi je fais deux vidéos, tout simplement parce que quand je réécoute la première, souvent je m'aperçois qu'il y a certaines choses que je n'ai pas dites ou que j'ai tout simplement oubliées. Alors bien sûr, ceux qui ont vu la première vidéo ont dû se dire c'est la grosse arnaque cette vidéo, il ne dit pas comment gérer et comment guérir, enfin si guérir j'ai quand même un peu dit, mais comment surtout gérer les crises d'angoisse et les crises de panique. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, il y a tout et n'importe quoi, mais arrêtez les gars, vous êtes prêts à croire n'importe quoi. Je vois il y a des vidéos, c'est 200 000 vues, et quand on écoute ce que raconte le gars, c'est absolument incroyable. Bon, il y a quand même des choses qui sont vraiment admises, je dis pas qu'il n'y a pas des choses farfelues qui ne pourraient pas fonctionner, vous savez, quand on est en crise de panique, déjà, on s'auto-suggestionne un petit peu soi-même, donc on peut comprendre qu'il y a certaines choses peut-être qui ne sont pas très scientifiques, mais qui peuvent quand même aider quelqu'un. La clé principale du traitement, j'ai déjà dit que c'était la psychothérapie, identifier les psychotraumas, et ensuite on peut espérer qu'il n'y aura plus de crise de panique par la suite. Mais dans l'instant présent, en attendant que le traitement ait fait son effet, il faut quand même bien apprendre à gérer les crises avant, pendant et l'entre-deux. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà eu des crises de panique, mais bien souvent, les patients décrivent que, en fait, une vraie crise, il y en a eu une ou deux, mais après, ils passent plus de temps à avoir peur d'avoir une nouvelle crise, en partant en voyage, en allant chez des amis, qu'avoir vraiment une nouvelle crise. Alors, dans la clé du traitement, il y a, dans les thérapies pleine conscience, on va considérer que la première crise souvent est traumatisante pour le patient parce qu'elle a créé une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire la peur d'en avoir une nouvelle. Et ça va être important de désensibiliser la crise la plus forte et peut-être la première crise. Souvent, le patient a le souvenir d'une crise très forte qui l'a complètement submergé. Et rien qu'en y pensant, parfois, ça lui redonne la chair de poule. Donc déjà, un des axes du traitement, ça va être de faire un retraitement de la crise en elle-même, c'est-à-dire de considérer que cet événement a été traumatisant. Donc moi, mes patients, je retraite cette crise comme si ça avait été l'événement traumatique lui-même. D'ailleurs, pendant ce retraitement, il se peut très bien qu'on aboutisse à un réseau de mémoire et peut-être à des souvenirs qui reviennent. Il y a quelque chose d'autre de très important pour apprendre à gérer ces crises, donc vers le chemin de la guérison, c'est quand même l'information qu'on donne aux patients et que je vais vous donner maintenant, qui s'adresse, on va dire, à une partie du patient, notamment la partie qui panique. Souvent, les patients, je l'ai déjà dit, ont une anxiété anticipatoire. Ils redoutent d'avoir à nouveau une crise. Donc si vous avez le temps, prenez une feuille, déjà dans un premier temps, et écrivez qu'est-ce que vous redoutez vraiment dans une crise. Donc ça va vous aider déjà à bien poser à plat quelle est votre anticipation, quelle est votre anxiété anticipatoire, pourquoi vous avez peur d'avoir à nouveau une crise. Alors, les patients peuvent avoir peur du contexte, c'est-à-dire, j'en ai parlé dans la première vidéo, peur de perdre le contrôle, peur de vomir, donc dans le contexte où ils vont se trouver, ce qui va leur créer des sensations d'évitement, des comportements d'évitement. Mais ils peuvent aussi avoir peur des sensations physiques elles-mêmes. Il y a un exercice assez simple à faire, par exemple, pour les patients qui ont peur de la tachycardie. Si vous n'avez pas de crise de panique et que vous montez les escaliers, si votre cœur s'accélère, vous n'allez pas commencer à avoir peur en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais faire une crise ». Le paniqueur, pour dire que ça a vraiment été traumatisant, la personne qui a fait une crise d'angoisse, une crise de panique, va devant une sensation physique qui lui rappelle la crise de panique, avoir peur d'avoir une nouvelle crise de panique. Donc par exemple, si la personne avait les mains moites avant sa crise de panique, si pour une raison ou pour une raison d'ailleurs qui peut être physiologique et normale, la personne a les mains moites, va se dire « Oh là là, je suis en train de refaire une crise, je redémarre une crise ». À ce point très très important, il est important de se rappeler qu'en fait, une crise de panique, ça n'est pas dangereux. C'est comme quand vous montez dans les montagnes russes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui serait monté dans les montagnes russes, qui a eu peur et qui y serait encore maintenant jusqu'à la fin de sa vie?
c'est pas possible. Il y a un moment, ça s'arrête. Les crises de panique, c'est exactement pareil. Une crise de panique, ça va durer le temps de la sécrétion d'adrénaline. Ensuite, on va revenir en 10 à 20 minutes à un état d'activation émotionnelle qui va être moins important. Et on va revenir aux troubles anxieux de base avec évidemment à nouveau une augmentation de l'anxiété anticipatoire, puisque quand on vient de faire une crise, ça confirme qu'on avait bien raison et qu'on risque d'en faire une à nouveau. Donc ça, c'est déjà le premier point que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas devenir fou pendant une crise de panique. Une crise de panique dure en général 10 à 20 minutes, que ça finit toujours par passer, que de toute façon, même si ça ne passe pas, on peut toujours trouver des solutions autour de soi, appeler quelqu'un, se rendre aux urgences. Donc on n'est pas tout seul avec sa crise de panique, c'est important de le savoir. Une crise de panique n'est pas dangereuse. On ne peut ni devenir fou. Dans ma carrière de psychiatrie, j'ai travaillé à l'hôpital, je n'ai jamais vu quelqu'un qui rentrait dans une maladie mentale ou qui commençait une maladie mentale après une crise de panique, surtout en ayant l'impression de devenir fou. En général, les gens qui sont atteints d'une pathologie psychiatrique grave ne se rendent pas compte de leur état. Donc, les grandes peurs sont les peurs physiques, peur de faire un infarctus, peur d'étouffer, peur de s'évanouir. Il faut bien savoir que, en général, dans la crise de panique, on a une tachycardie, on a une tension qui monte, donc on a quand même très peu de probabilité, très peu de chances de s'évanouir, c'est même quasiment impossible. On ne peut pas perdre le contrôle et devenir complètement fou dans le métro ou dans le train, je ne l'ai jamais vu, ou bien vous seriez peut-être le premier cas clinique à publier dans une revue médicale. Et on ne peut pas mourir non plus d'un arrêt cardiaque, il faudra avoir une pathologie cardiaque. La plupart des gens qui ont des crises de panique ont souvent fait beaucoup d'examens, les médecins ont souvent été très à l'écoute et leur ont fait faire des petites explorations de base pour éliminer un danger. D'ailleurs, c'est pas rare de voir des gens qui ont déjà été 15 fois aux urgences, persuadés de faire un infarctus, persuadés que la fois d'avant on ne l'avait pas vu. Donc ça fait vraiment partie de l'anxiété anticipatoire, de ce qui peut survenir aussi pendant les crises de panique. Donc le traitement de fond, c'est avoir cette information médicale qui peut vous aider à gérer la panique. Quand on se dit ça ne va jamais s'arrêter, évidemment on ne va pas être dans le même état d'esprit que si on se dit voilà, c'est extrêmement désagréable, une crise de panique est extrêmement désagréable. Mais la terreur vient principalement du manque d'information. La terreur est souvent arrivée la première fois et le patient a eu peur parce qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait. Donc quand vous avez déjà eu des crises de panique, vous savez ce qui vous arrive, vous savez que c'est une crise de panique. Donc vous pouvez labelliser, vous pouvez vous dire tiens, je refais une crise de panique. Et ça va passer d'ici 10 à 20 minutes, ce n'est pas possible que cela ne passe pas. L'information médicale, j'insiste, c'est fondamental pour le patient, ça évite de se créer ou d'aggraver ces scénarios catastrophes et ça permet de calmer les anticipations. Faut-il chercher à ne plus avoir de crise? Maintenant, dans un premier temps, il ne faut pas chercher à ne plus avoir de crise, il faut être dans un état où on peut gérer, où on peut manager sa crise de panique. Manager les anticipations, c'est aussi se dire voilà, j'ai toutes les informations médicales par rapport aux crises de panique, ce n'est pas dangereux. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si une crise arrive? En général, la crise de panique démarre chez les gens qui ont déjà identifié ce trouble par des sensations physiques. Alors ça peut être des fourmillements, une fatigue, quelque chose qui fait penser à l'arrivée de la crise de panique que le patient connaît et tout le monde n'a pas les mêmes sensations. Certains patients vont paniquer à l'idée d'avoir du mal à respirer, d'autres vont paniquer à l'idée de sentir leur cœur battre. Quand vous êtes à ce stade-là, il faut apprendre à se fabriquer une espèce de conseiller interne, j'ai envie de dire, une espèce de petite voix intérieure pour vous encourager et pour vous rassurer. Un peu comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous qui essaye de vous encourager et de vous rassurer. Ça, tout le monde peut le faire. Parce que la partie de vous qui a peur n'est pas votre partie adulte, à vrai dire. C'est une partie
qui est envahi par quelque chose, par un réseau de mémoire implicite souvent, mais par une éruption de quelque chose qui s'active. Dans la panique, les patients sont comme en fait un petit enfant qui se perd dans un magasin. Vous avez déjà vu un petit enfant qui tout à coup crie parce qu'il ne voit pas ses parents, que ce soit dans le jardin public ou dans un supermarché par exemple. L'enfant est persuadé que c'est l'effondrement, que jamais il ne va retrouver ses parents, ce qui le met dans une panique très importante. Et les gens qui viennent autour de lui ont bien du mal à le rassurer tant qu'il n'a pas aperçu ses parents. Et vous avez déjà remarqué que l'enfant, dès qu'il voit ses parents, c'est terminé. La panique est finie, l'angoisse est terminée. Les patients et les patientes qui présentent des troubles paniques sont un peu comme cet enfant. C'est-à-dire que pour eux, c'est terminé, la crise de panique ne s'arrêtera jamais, ça va aller à un truc jusqu'à la mort ou la perte du contrôle totale. Ce que vous devez savoir, c'est que la façon dont on se parle, la façon dont on peut être amené à se rassurer soi-même est très importante. Donc quand vous avez une crise de panique qui surgit, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent aboutir à quelque chose de magique, mais chaque j'ai envie de dire, truc n'est pas magique en soi. Contrôler les sensations physiques, éviter que la panique s'aggrave, va d'abord reposer sur le fait de bien reconnaître où est-ce que dans son corps on ressent cette angoisse, cette panique. Même si elle est très forte, il ne faut surtout pas essayer de faire partir la panique. Comme les patients me disent, je ne veux plus ressentir cette émotion. Il faut faire un peu comme si c'était un ami qui rend visite, mais on n'avait pas tellement envie de le voir. Et on lui dit, tiens, te voilà. Donc c'est se mettre dans un état d'acceptation de la panique. Et quand on est en contact avec cette panique et cette angoisse, de bien repérer où est-ce que dans votre corps vous sentez cette panique au maximum. Vous pouvez aussi évaluer cette panique entre 0 et 10. 0, j'ai pas du tout d'angoisse. 10, c'est le maximum d'angoisse que j'imagine chez moi. Pourquoi c'est important de faire cet exercice? Parce que dans le cerveau, ça va activer les zones cérébrales qui vont vous mettre en pleine conscience. Et le cerveau peut se réguler rapidement quand il est en pleine conscience. Donc, s'auto-évaluer, essayer de voir où est-ce qu'on ressent son angoisse. Elle peut être globale dans tout le corps, ça peut être un tremblement, ça peut être dans la respiration. Va vous aider à activer les zones cérébrales qui permettent de moduler l'angoisse ou en tout cas de proposer une régulation au niveau du cerveau. La plupart des paniqueurs ne veulent pas ressentir leur angoisse, j'ai envie de dire, n'ont pas envie d'en entendre parler, ils veulent échapper à leur panique. Et ça, c'est la grosse erreur, c'est ce qui fait que ça augmente le plus. Donc la première chose à faire, c'est accepter cette panique et accepter cette angoisse. Je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais un patient comme ça qui avait des crises de panique. Et un jour, il m'a dit qu'il avait eu le déclic en se disant bon allez, là c'est bon, j'ai la crise de panique, bon allez, c'est bon, j'y vais à fond, je l'accepte. Et quand il a eu ce déclic, eh bien, la crise de panique a eu son destin qu'elle a tout le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 5-10 minutes, elle commençait à diminuer. Et ensuite, reste des sensations physiques désagréables, mais on est passé un peu comme à travers un tunnel. Donc c'est important, l'acceptation de cette crise et ne pas chercher à éviter le ressenti. Donc retenez bien, une crise de panique, ça passe toujours. Alors bien sûr, les gens qui ont un trouble panique peuvent enchaîner crise sur crise. Mais j'ai envie de dire que la panique, si on n'est pas dans cet état d'acceptation et qu'on commence à paniquer à l'idée d'avoir une autre crise de panique, on crée une espèce de système boule de neige qui en fait aggrave le trouble et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Deuxième chose, la respiration abdominale qui est quand même quelque chose de bien identifié dans les thérapies cognitivo-comportementales. La respiration va permettre de combattre en partie les sensations physiques désagréables qui sont dues à ce que j'avais expliqué dans la première vidéo, qui sont dues à l'hyperventilation. Donc l'hyperventilation va créer des sensations désagréables et va, par phénomène aussi de boule de neige, puisque comme on est angoissé, on hyperventile, et comme on aggrave les sensations corporelles, on hyperventile encore plus, et c'est un jeu sans fin. Donc réguler sa respiration va permettre de gérer sa crise de panique. Donc comment fait-on? Alors l'idéal c'est de s'allonger
sur un lit, de mettre, c'est ce que je fais avec mes patients, un gros dictionnaire sur le ventre et on s'entraîne à respirer par le ventre. Donc on inspire, on fait se lever le dictionnaire, on expire, le dictionnaire redescend. Donc ça, c'est déjà apprendre la respiration abdominale. L'idéal est de faire, j'inspire, je compte 6 secondes, j'expire, je compte 6 secondes et je fais une pause d'1 à 2 secondes et je redémarre. Donc il faut évidemment s'entraîner quand on n'est pas dans la tourmente. J'ai des patients des fois qui disent « Ah mais la respiration abdominale n'a pas du tout fonctionné ». Évidemment, ils n'ont pas pu la mettre en place correctement parce que comme ça allait bien, qu'ils n'avaient plus de crise, ils n'ont pas travaillé leur respiration abdominale et au moment de s'en servir, c'est comme tout. Si on ne se sert pas d'une technique, c'est comme dans les arts martiaux. Si on ne travaille pas une technique, c'est pas quand on se fait attaquer qu'il faut commencer à se dire comment on fait. Il faut que ce soit automatique. La respiration, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser même en dehors des crises de panique, puisque ça permet de vous aider à vous réguler et ça peut même créer d'ailleurs un état de pleine conscience, puisque dans la méditation Vipassana, on utilise principalement la concentration ou l'observation de la respiration. Ensuite, quand vous avez l'habitude de travailler allongé, vous pouvez enlever le dictionnaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, vous pouvez même travailler en position assise en mettant une main sur le thorax, une main sur le ventre, et j'inspire, je pousse sur la main, et j'expire, la main revient à la position initiale. Donc, préparez-vous. Souvent, quand on est préparé, ça n'arrive pas, puisqu'on est justement paré à l'attaque de panique, c'est un bon mot d'ailleurs. Donc, préparez-vous à ce que vous pouvez mettre en place quand vous avez une crise de panique. Donc, agir sur les sensations physiques, respiration abdominale. Agir sur les cognitions, réfléchir au scénario catastrophe et essayer d'écrire quelque chose de beaucoup plus réaliste. Essayer de s'écrire des petits monologues sur une carte, des monologues encourageants, puisque c'est vrai que quand on fait une crise de panique, il y a ce qu'on appelle un piratage ascendant, c'est-à-dire que le patient décrit bien qu'il ne peut plus réfléchir, il est complètement envahi. Donc c'est ce qu'on appelle un piratage ascendant. Il y a le sous-cortex qui prend, le cerveau émotionnel qui prend le pouvoir sur le cerveau rationnel, donc la personne a du mal à se raisonner. Mais si on s'entraîne, si on se fabrique une petite fiche, on fait ça d'ailleurs dans les thérapies cognitives, où on met un petit monologue pour s'encourager, pour se dire, alors un monologue d'encouragement, ça peut être par exemple, tu vois la dernière fois, tu as cru que tu allais faire une crise, finalement tu n'en as pas fait, ou la dernière crise que tu as eue, tu as très bien géré, c'est passé au bout de 10 minutes. Se faire des monologues qui sont réalistes, pas des monologues qui sont ça va, c'est pas grave, tu auras plus ta crise, tu vas guérir. Ça, c'est pas crédible et votre partie qui panique, si c'est un monologue qui n'est pas réaliste, ça ne va pas être crédible au moment de la crise. Ensuite, quand on est en situation en pleine crise, vous devez savoir que ça se passe principalement au niveau du sous-cortex et au niveau du cerveau émotionnel qui est activé. Et il y a comme un état d'alerte, et j'avais expliqué dans la vidéo, comme s'il y avait un vrai danger. La plupart du temps, les patients qui sont dans une crise de panique, vous leur parlez, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est un petit peu irréel, les gens, vous avez un petit peu du mal à rentrer en interaction avec eux, c'est parce que vous êtes complètement, j'ai envie de dire, tiré par votre crise de panique dans votre cerveau émotionnel. À ce moment-là, il y a une technique qu'on utilise d'ailleurs dans le retraitement des traumas, si le patient, au cours d'une séance de brain spotting ou de MDR, accède à une crise d'angoisse ou une crise de panique, on l'aide à revenir dans le présent. Puisque, je vous rappelle, dans le présent, dans l'instant présent, le cerveau active les bonnes zones cérébrales pour réguler l'émotion. Donc, comment revenir dans l'instant présent? Il y a des choses assez simples. Se concentrer, par exemple, sur est-ce que je sens les pieds dans mes chaussures? Est-ce que je sens les mains sur mes genoux? Est-ce que je sens mon dos sur le dossier? Est-ce que je sens mes fesses sur le fauteuil? Ça, c'est utiliser le corps pour s'ancrer dans l'instant présent, dans la même continuité que la respiration. Ensuite, il y a une autre technique qui est
de regarder autour de soi, puisque la plupart du temps, on est donc à l'intérieur de son cerveau, on subit, de regarder autour de soi et d'utiliser des techniques pour revenir vers l'avant, c'est-à-dire revenir vraiment dans la réalité. Donc on peut se dire, tiens, je vais regarder, je vais chercher les objets qui sont rouges autour de moi. Et je vais mentalement les nommer. Je vois le coussin rouge. Je vois le livre rouge. Vous voyez, je suis obligé de chercher. Je vois le rouge sur le tableau. Je suis obligé de chercher, donc ça me ramène, ça m'oblige à être dans l'instant présent et donc ça va activer les zones cérébrales. Donc vous pouvez vous amuser à décliner. Je vois les objets rouges, les objets jaunes, et vous verrez que si vous faites ça dans le métro, c'est plus compliqué. Il y a certaines couleurs où c'est plus compliqué. Mais il faut être vraiment dans la démarche de dire « je vois », c'est-à-dire vraiment se concentrer et voir autour de soi. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça vous ramène autour de vous. Ça vous ramène dans la réalité et vous serez moins à l'intérieur de votre angoisse. Ensuite, il y a un autre truc, c'est d'utiliser le toucher. Donc par exemple, si vous êtes en présence de personnes, dans un dîner ou des choses comme ça, ça arrive d'avoir une crise d'angoisse qui arrive dans un dîner. Il y a quelque chose qui marche bien, c'est de se concentrer par exemple sur un verre. On prend son verre dans la main et on se concentre sur le froid. Si on a la main sur la nappe, on se concentre sur le toucher. Et on va utiliser toutes ces sensations physiques avec la respiration pour revenir dans le réel. Et vous allez voir que, je ne vais pas dire que votre crise de panique et votre crise d'angoisse va passer comme une lettre à la poste, mais enfin quand même pas loin. Même d'ailleurs peut-être mieux que la poste aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu vous indiquer comment vous pouviez gérer une crise de panique au mieux. Mais n'oubliez pas, réécoutez le passage où j'explique, où je donne des informations sur qu'est-ce que c'est exactement la crise de panique, est-ce que c'est dangereux, pourquoi c'est pas dangereux. Il faut vraiment que vous vous imprégniez de ces informations parce que ça va vous donner un noyau dur pour pouvoir faire face aux crises de panique en attendant qu'elles passent. Alors j'ai un dernier mot à dire quand même sur ce qu'on appelle les setbacks. Alors les setbacks, c'est quand les patients vont mieux, ils font plus de crise, donc évidemment, ils sont moins vigilants, donc ils font plus de respiration, ils pratiquent plus de pleine conscience ou de relaxation, puis bing, arrive une crise brutalement alors qu'ils s'y attendaient pas. Alors, je vais casser un petit peu la surprise parce que je vais vous dire qu'il faut vous y attendre. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de crise, il faut vous attendre à ce qu'arrive une crise. Je me suis rendu compte que j'avais eu un problème technique là juste avant, j'allais vous dire quelque chose de très important et ça a coupé d'un coup, donc je reprends mon propos. J'étais juste en train d'ajouter une dernière chose par rapport aux crises de panique qu'on appelle une notion qu'on appelle les setbacks. Donc c'est deux auteurs américains qui ont décrit les setbacks. À quoi ça correspond? Ce sont des gens qui pensent être guéris au cours d'une psychothérapie, qui n'ont plus de crise et puis il y a des espèces de retours de crise, parfois des crises puissantes. Alors que le patient se croyait guéri, donc ça peut le désespérer, mais en fait ça ne veut rien dire du tout. C'est parfois un peu comme la queue de la comète, c'est-à-dire c'est les dernières crises qui passent et ensuite il n'y en aura plus. Donc, ayez bien cette notion de setback, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en psychothérapie, si votre état s'est amélioré et que vous n'avez pas de crise, si tout à coup vous avez à nouveau une crise puissante ou des crises puissantes, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre espoir, ça veut dire que peut-être ça fait partie de votre processus de guérison, un petit peu comme un chirurgien qui viderait une bonne fois pour toutes un abcès et ensuite la guérison pourra s'opérer définitivement. Donc gardez bien en tête, si vous avez un retour de crise, ça peut être une rechute, mais au cours d'une psychothérapie qui avance, c'est rarement une rechute, c'est plutôt cette notion de setback, c'est-à-dire de terminaison du problème, je ne vais pas dire dans un bouquet final, mais enfin parfois ça ressemble un petit peu à ça. Je pense notamment à une patiente que j'avais vue il y a quelques années et qui au cours de sa thérapie n'avait plus de crise. Et alors qu'elle pensait arrêter, elle a eu comme ça brutalement une crise assez puissante au cours d'une réunion. Et par la suite, elle n'a plus eu d'autres. Donc ça l'a un petit peu désespérée au départ, je lui ai expliqué. Et par la suite, elle n'a plus eu de crise et les nouvelles que j'ai eues dans les années qui ont suivi ont confirmé cette notion. Donc gardez bien en tête tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Et là, la dernière chose importante, c'est cette notion de setback qui ne doit pas vous décourager. Je vous remercie
pour votre attention.